Merci beaucoup. Donc effectivement, moi j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous parler d'outils qu'on essaye de mettre en place pour améliorer la gestion des eaux souterraines en fournissant en fait des informations concernant l'évolution de ces nappes, que ce soit sur le passé, le futur et le très long terme. Donc j'ai une présentation que je vais essayer de ne pas vous noyer là-dessus. Donc, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que finalement, les nappes souterraines sont souvent, je dirais, le parent pauvre du grand cycle de l'eau. Elles sont assez mal connues. Et c'est pas ma présentation en fait. Oui, tout à fait, ça c'est pas la mienne. Donc, je vais quand même continuer. Si on peut changer la présentation, ce serait. J'entends derrière une voix qui m'inquiète un peu, du genre ah, j'ai pas la présentation. Si, je lui ai donné hier. D'accord. Alors, donc, on la donc cherche. je vais quand même Comment continuer. c'est ça en Florence? Donc, alors voilà. Donc, en fait, les eaux souterraines, effectivement, c'est assez mal connu parce que c'est quelque chose qui est situé sous nos pieds, mais qui est relativement invisible. Il y a quand même pas mal d'usages de cette eau souterraine. On peut compter, je crois que on dénombre plus de 40 000 points de prélèvement en nappe, donc c'est quand même pas rien. Bien sûr, les nappes alimentent les rivières et donc ça soutient fortement les étiages, donc c'est un rôle très fort. Et pour autant, on connaît finalement relativement mal son fonctionnement. Et donc, malgré cela, il y a un certain nombre d'outils de modélisation qui ont été mis en place, en général cofinancés par les régions, ou les agences de l'eau, les DREAL, etc. Et nous, ce qu'on a essayé de faire dans notre projet, c'est de valoriser toutes ces modélisations pour en fait fournir une information qui n'était pas encore disponible, c'est-à-dire un suivi en temps réel de ces nappes, et puis également une prévision. Ah, voilà, et merci beaucoup. Une prévision sur le court terme et puis également des projections climatiques. Donc effectivement, à ce jour, sur les eaux souterraines, en fait, on les connaît sur environ 4000 points qui sont disponibles dans le réseau de mesure ADES, mais qui sont effectivement pas toujours disponibles en réel, et puis également qui sont connus sur un recul relativement court, en général moins de 30 ans, ce qui fait qu'on a souvent du mal à situer la situation présente par rapport à un passé. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place, donc de valoriser les modèles existants pour fournir de nouvelles études. Donc vous avez le site web qui s'affiche ici. Et donc c'est un regroupement de plusieurs groupes de chercheurs, donc des hydrogéologues à Mines ParisTech, au BRGM, au LIGES et à Géosciences Rennes en particulier, et à Métis qui est mon labo, et également des atmosphériciens, des climatologues, donc à Météo France et au CERFAX. Et le projet il a été financé par l'Agence française pour la biodiversité, avec un soutien également de la Convention service climatique. Donc ce qu'on va faire avec ça, c'est faire d'abord une réanalyse historique, donc on peut faire 60 ans, pour donner une idée de passé. Ensuite, un suivi en temps réel, ça nous permet aussi, cette réanalyse historique, de situer le temps réel par rapport à la situation passée. Est-ce qu'on est au-dessus de la normale? Est-ce qu'on est en décennale sèche? Est-ce qu'on est en décennale humide, etc. De réaliser des prévisions saisonnières et également des projections climatiques. Donc à ce jour, on couvre uniquement les zones colorées ici. On a rassemblé 13 applications distribuées sur les bassins essentiellement sédimentaires. On a 23 applications karstiques qui s'étendent pas mal au sud de la France. On intègre sur les 40 000 points de prélèvement, on en intègre 16 000 avec un volume quand même de prélèvement de l'ordre de 2,4 milliards de mètres cubes, c'est pas rien du tout. Et voilà, on a plusieurs centaines de points de contrôle de débit piézométrie. Donc je vais juste vous illustrer quelques résultats. En fait, ici, je vous présente 4 figures, 4 piézomètres que l'on simule, mais c'est plus à titre d'illustration. En fait, voilà, en noir, vous avez les observations et en rouge, la simulation. C'est tout d'abord pour vous illustrer que, voilà, selon les points, on a un recul assez court du passé. Et du coup, on a assez peu de notions des tendances, et le modèle permet de reconstituer le passé. Ce qu'on voit sur la figure du haut, c'est qu'on a un modèle qui est très soft par rapport à des observations où on a des décroissances comme ça très fortes du niveau de la nappe. Et ça, c'est lié en fait à des prélèvements qui sont très importants et surtout très centrés sur des pentes de temps courts. Or, nous, la seule information qu'on a sur les prélèvements, c'est des volumes annuels. Et donc la répartition temporelle, on ne la connaît pas du tout. Donc en termes de prévision, ça n'aide pas. Donc ça, c'est juste pour vous dire, voilà, on compare avec bien sûr des observations, on peut calculer des critères statistiques, etc. Je ne vais pas vous embêter là-dessus. Moi, je comprends rien. Oui, bah voilà, c'était, ça me surprend pas beaucoup. Excusez-moi, alors je vais revenir en arrière. Ici, c'est donc des observations de niveau piézométrique, des hauteurs de la nappe sur le côté gauche.
Et donc c'est la comparaison entre les modèles et les OP. C'était juste pour dire que voilà, le modèle, ça permettait de compléter aussi la durée et que bien sûr on peut également voir qu'on a des petits défauts, mais qu'on arrive à reproduire des évolutions du passé. Merci. Je vais insister un petit peu plus sur ces évolutions passées avec cette figure qui représente en fait un indice piézométrique standardisé. C'est maintenant comme ça que le BRGM communique sur l'évolution du niveau des nappes dans le bulletin de suivi hydrologique. C'est quelque chose de très utile parce qu'en fait, au lieu de dire voilà le niveau il est à 102 mètres ou à 62 mètres, finalement les gens ne savent pas ce que c'est, on va leur dire, on exprime plutôt en disant voilà, on est proche de la normale, on est sur une décennale sèche, on est sur une décennale humide. Voilà, un petit peu c'est ça que ça veut dire. Et là en fait, vous avez la moyenne sur l'ensemble du domaine de l'évolution de cet indice. Donc typiquement, quand on est en dessous du trait rouge, c'est qu'on est sur un niveau de nappe qui est en delà du décennal sec. Quand on est au-dessus du niveau bleu, on est au-dessus du décennal humide. Et ça, c'est une moyenne, vous voyez, vraiment temporelle, au pas de temps journalier. Et ce que ça montre surtout, c'est ça que je voulais insister, c'est qu'il y a des fortes variabilités pluriannuelles. C'est-à-dire que voilà, on a des épisodes qui peuvent être plus ou moins intenses, mais on a aussi des fluctuations, voilà, qui ne sont pas forcément liées à une tendance climatique, qui sont liées simplement à la variabilité naturelle. En grande partie, en tout cas, à la variabilité naturelle. Donc ça, c'est juste une information qui est souvent très mal connue, parce que comme les gens n'ont que 10, 20, 30 ans de données, on ne peut pas le voir. Donc voilà, c'est pour dire que ça peut avoir cette utilité. À partir de là, donc, on est capable de regarder en fait comment se traduit un épisode extrême. Donc typiquement ici, on fait un focus sur la période sèche, donc, qui pour les nappes en fait avance de 300, la sécheresse connue de 76. Finalement, la sécheresse la plus marquée pour les nappes, c'est 1973. Et en fait, on voit ici les zones en rouge, sont les zones où on a largement dépassé la décennale sèche. Et on voit que c'est assez étendu sur le domaine qui est représenté, mais pas complètement généralisé. A l'inverse, pour les hautes eaux, c'est l'année 2001 qui est l'année qui représente la plus haute eau. Et là, ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est quand même très général sur le bassin. Ça s'est exprimé particulièrement sur le bassin de la Somme, avec des inondations très longues. Mais en fait, finalement, il y avait énormément de régions où les nappes étaient très hautes en 2001. Donc tout ça, c'est pour dire que ça amène un regard un petit peu différent sur l'évolution des nappes. Donc avec cet outil, on a reconstitué comme ça un historique et on est ensuite capable de caractériser un état réel, un état, disons, un suivi en temps réel. Et ici, par exemple, c'est une comparaison avec justement un bulletin de suivi hydrologique donc fourni par le BRGM en quelques stations donc sur la gauche, qui est en fait ici un état qui a été fait en 2017, mais bon, comparé à la simulation sur laquelle on reproduit à la fois les points et également la cartographie un peu plus détaillée donc, du domaine. Donc tout ça pour dire que c'est ce genre d'information, donc on va le rendre disponible grâce au fait qu'en fait, on collabore avec Météo France et que c'est eux qui font tourner toutes ces informations en temps réel. Une information qui me semble plus pertinente encore, c'est les prévisions saisonnières. Les nappes, c'est quelque chose qui évolue un petit peu lentement, et donc ça peut être intéressant de faire des prévisions à l'avance. Et en fait, on est en train de tester le développement de prévisions à 6 mois d'échéance. Et c'est vraiment de la co-construction, c'est-à-dire que pour l'instant, on y travaille, mais on est dans la démarche donc de le co-construire avec vous, et on va essayer d'organiser d'ici le mois de janvier une journée pour discuter avec vous. Donc, ce sont des prévisions qui utilisent des prévisions météorologiques saisonnières, avec donc un état initial et un ensemble de prévisions sur les 6 mois. Les résultats qu'on a par exemple pour cette année, à partir du mois de mai, on a lancé des simulations des prévisions saisonnières. Et vous avez ici 2 représentations qui sont donc situées plutôt sur le bassin de la Seine. Ce qu'on voit, c'est en bleu les observations qu'on a pu, donc les prévisions commencées au mois de mai. Donc on a des observations, disons, jusqu'en août pour le premier pas. Et vous avez la prévision, en fait, qui a été réalisée dès le mois de mai. On voit qu'en fait, les prévisions, elles sont assez pertinentes pour cette année, puisque les prévisions saisonnières avaient bien vu qu'on serait sur une année à la fois très sèche et très chaude, et que cette sécheresse allait perdurer en fait, bien après la période habituelle où on commence à recharger un petit peu en termes de précipitations. Donc en fait, c'est pour dire que voilà, ça peut avoir un intérêt, en tout cas pour la gestion
des étiages. Et en fait, on poursuit cette analyse. Ici, c'est pour situer le fait qu'on analyse cette capacité de la prévision sur plusieurs années, pas uniquement sur les années récentes. On fait ce qu'on appelle des prévisions dans le passé, hein. Donc, c'est juste une illustration des prévisions dans le passé. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est toujours en train d'analyser ces résultats. On va essayer de co-construire ces informations, j'espère, avec vous, parce qu'on a besoin de savoir quels indicateurs vous intéressent le plus, etc. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour l'instant, on a remarqué qu'on avait des très bons scores de corrélation sur 6 mois, donc voilà, et une capacité à anticiper l'évolution des sécheresses décennales, donc les sécheresses qui sont quand même assez importantes, dès le mois de mai, sur 6 mois, et qu'on poursuit le travail avec une évaluation, donc toujours sur les basses eaux, mais également on commence à travailler sur les hautes eaux, donc est-ce qu'il y a des risques de débordement de nappe dans le futur. Donc ça, c'est un premier produit. Et le deuxième, évidemment, c'est d'utiliser les mêmes outils pour aller plus loin, regarder les projections climatiques. Donc ça, c'est ce que vous savez très bien, c'est l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre, ici le CO2 dans l'atmosphère depuis 400 000 ans. Et vous voyez que depuis les derniers siècles, on a énormément augmenté les émissions de CO2. On est déjà largement au-dessus du passé lointain. Mais les projections climatiques, évidemment, nous amènent beaucoup plus loin. Donc, le scénario tendanciel nous amène à plus que doubler les concentrations de CO2 par rapport à aujourd'hui, avec pour la France un impact sur la température qui serait de plus 4,5 degrés. Et pour le scénario, disons, optimiste, je dirais même assez actif de tous nos concitoyens, on arriverait à revenir à 400 ppm, ce qui nous amènerait à une augmentation de seulement, on va dire, 2,7 degrés en France. On a regardé ces différents scénarios avec ces types de modélisation et on essaye de les analyser sur les devenirs des nappes. Je vais juste vous montrer un premier résultat qui est très synthétique, c'est l'évolution des sécheresses hydrogéologiques, donc sur le domaine que l'on simule, qui est plutôt situé au nord de la France. Vous avez sur l'horizontale la surface qui est considérée en sécheresse hydrogéologique, donc en dessous de la décennale sèche, et en l'axe vertical les intensités. Les points bleus, c'est le présent. Et les points rouges, c'est le futur lointain. En orange, c'est le futur moins lointain. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, les points rouges, ils sont toujours plus en haut et à gauche, à droite des points bleus. Ce qui veut dire qu'en fait, on augmente dans le futur le risque de sécheresse hydrogéologique, s'intensifie et couvre des surfaces plus importantes. Et ça, je pense que c'est vraiment une information qu'il faut vraiment avoir conscience, parce que on dit, voilà, c'est contrasté, on n'a pas des relations très claires sur l'évolution des précipitations, mais finalement, en termes de hydrogéologie, ça se traduit très bien. Et du coup, ça a évidemment des impacts sur les débits également. Juste pour finir, donc voilà, c'est un projet qui est toujours en cours avec le soutien donc, de l'Agence française de la biodiversité et également de la Convention service climatique. Donc des produits qui sont toujours en cours de développement. On essaye de les co-construire avec vous. On organise une journée en janvier pour cela. J'essaierai de vous donner la date, je ne l'ai pas exactement. Et bien sûr, on n'est pas du tout fermé sur le nombre d'applications. On est ouvert aussi à l'intégration de nouveaux modèles. Si vous avez des possibilités, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Florence. Donc des données qui peuvent être notamment utiles en matière de prévision et des données qui sont également à intégrer dans des démarches plus